Le titre de champion du monde, ça n'a jamais réellement été un objectif initial. Je suis le précurseur de cette discipline assise avec mon handicap. Ils ont fait leur film, c'est un accident d'escalade. Si j'ai besoin d'aide, je suis capable d'aller en demander. Et si j'en ai pas besoin, je dis merci, c'est gentil. Mais si la personne insiste, ça peut m'énerver. Je veux pas attendre que le monde s'adapte à moi. Alors, si le monde s'adapte, très bien, parce qu'il y a des gens qui mènent ce combat pour. Mais moi, j'ai envie d'avancer en m'adaptant au monde. Et moi, je préfère explorer de nouvelles voies de glisse avec le handicap. Le pilier numéro 1, c'est savoir accepter ce qu'on ne contrôle pas. Ouais. Chose qui arrive, on va pas se lamenter sur ça. On va plutôt dépenser notre énergie dans quelque chose où on peut avoir un impact. Est-ce que ça aide vraiment avec les filles? Salut à tous et bienvenue dans Workplace Story, donc le podcast qui parle de l'environnement du travail, de l'inclusion et puis des parcours hyper inspirants. Alors aujourd'hui je suis avec un cas très particulier et d'ailleurs on va illustrer ça avec beaucoup d'images, vous allez voir, qui sont spectaculaires. Un ingénieur du BTP, qui l'est toujours mais qui l'est plus parce qu'il a changé, et qui est devenu champion du monde de parasurf. Bon voilà, un parcours assez singulier qu'on va partager aujourd'hui. Pour rappel, ce podcast il existe parce que l'objectif c'est de donner la parole à des parcours qui sont singuliers, qui sont aussi inspirants pour les personnes qui sont en situation de handicap ou qui le sont devenus au cours de leur vie. Vous le savez, je dirige une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui recrute des personnes en situation de handicap avec l'objectif d'installer des frigos connectés dans les entreprises pour assurer la restauration et de ce fait-là de faire de l'inclusion, de la diversité. Donc c'est un mouvement qu'il faut soutenir. Pour ça, s'il vous plaît, dès à présent, laissez votre meilleur pouce levé et puis si vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne et faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent voir ces parcours, ce serait super. J'ai le plaisir donc de recevoir Guillaume. Je suis ravi de t'accueillir. Salut Lucien, merci de m'avoir invité. Ça va bien? Très bien, merci. Ouais, super. Ben moi aussi, tu vois, j'ai bien tiré les cheveux aujourd'hui. Ça tire un peu la tête, mais je vais prendre un Doliprane. Bon, je suis ravi de te voir parce que, comme je le disais, quand j'ai vu les images de ce que tu faisais, ouais, c'est hyper spectaculaire. Donc, on va partager pas mal d'images que tu pourras commenter au fil des choses. Tu vas nous expliquer ce que c'est parasurf et puis aussi ton parcours, puisque tu le sais, 85% des accidents des personnes qui deviennent en situation de handicap, c'est au cours de la vie. Donc, tu fais partie de cette majorité, mais de cette singularité des personnes qui en fait rebondissent ou en tout cas font des choses extra. Donc toi, ton parcours, donc tu es ingénieur en BTP. Ouais, voilà. Formation, parcours d'ingénieur dans le BTP, la construction, les travaux publics, le bâtiment, donc ingénieur structure. J'ai bossé 16 ans dans cette filière d'ingénieur à chef de projet à directeur de bureau d'études. J'ai eu un accident de la vie au cours de cette période. Ah, il y a une dizaine d'années à peu près. Il y a exactement 10 ans. Il y a exactement 10 ans. Tu as fêté l'anniversaire il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Alors, j'ai pas fêté l'anniversaire, mais je l'ai quelque part en tête. Je suis pas très attaché aux dates, mais voilà, c'était juillet 2015 l'accident, donc c'était il y a exactement 10 ans. C'est ça, ok. Et là, donc, ce qui nous a surpris, en fait, avec l'équipe, c'est cette capacité à rebondir avec une citation que je te reprends. Toi, ton objectif, c'est de révéler le potentiel de l'imprévu et pour ça, faire exploser les ressources. Donc, c'est en fait un peu un message que tu fais passer aujourd'hui puisque c'est ce qui t'a conduit à devenir un champion de sportif. C'est ça. On fait tous face à des obstacles, des épreuves dans la vie personnelle, mais également dans le monde de l'entreprise. Et moi, j'aime bien explorer comment franchir cet obstacle, ou alors, si c'est pas possible, le contourner, ou alors, si ça aussi c'est pas possible, inventer des nouveaux chemins pour continuer à avancer et faire des détours pour aller plus loin. Alors, on va expliquer tout de suite ce que c'est parasurf. Ouais. Donc, si tu peux donner la description. Alors, parasurf, c'est la version handi-sport du surf. Ouais. Donc, surfer, c'est être dans les vagues sur une planche et faire des manœuvres artistiques. Donc, c'est un sport artistique qui est jugé, des notes sont données par des juges qui regardent la compétition. Et la particularité du parasurf, c'est qu'il y a plusieurs catégories en fonction du handicap. Donc, on peut surfer debout si on a un handicap d'un membre supérieur ou typiquement un amputé de jambes qui surfe avec une prothèse. Ensuite, tu as ceux qui surfent à genoux. Et plus tu montes dans le handicap, plus tu baisses la position sur la planche, en fait. Tu as la catégorie assise, donc c'est celle dans laquelle je participe. Et ensuite, tu as la catégorie allongée. D'accord. Donc, c'est pas que du surf en fauteuil. Ça peut être, comme l'escrime, tu peux être en fauteuil. Tout type de handicap, ouais, tout à fait. Ok. Bon, sans plus attendre, on va regarder quelques images là que tu as préparées. Ouais. Donc, on regarde ça tout de suite. Je vous laisse la musique, on va regarder quelques images, puis après, Guillaume va commenter. Leader right now on another screamer and an excellent turn.
snappy right off the top, and another one and bangs one off the top again, carrying so much speed. Our gold medalist for men's sit, it's Guillaume Collin representing Team France. C'est extra. Tu as quelques commentaires à nous donner là, sur les vidéos qu'on regarde? C'est à quelle occasion, par exemple, celle-ci? Là, celle-là, c'était au dernier championnat du monde, justement, que j'ai gagné en Californie, à Huntington Beach. C'était en novembre 2024. Donc, c'était la dernière vague du dernier jour de la finale qui m'a permis de remporter le titre, hein, tout simplement. Donc là, c'était des petites vagues. C'était vraiment un environnement facile, entre guillemets, dans le sens où j'étais pas dans le dur, ou que j'étais pas au-delà de ma zone de confort, parce que des fois ça peut arriver quand les conditions sont difficiles. Là, c'était vraiment des petites vagues, mais très jolies, magnifiques, et puis le lieu est incroyable là, parce que tu as une faune, tous les jours tu vois les dauphins, les phoques, les baleines au loin, c'est quand même un cadre assez particulier. Moi, ce qui me surprend toujours avec ces parcours, c'est comment, donc on a compris, voilà, tu as ton boulot classique et tout, puis tu arrives à un accident, et puis après tu deviens champion du monde d'une discipline. Comment en fait on passe là-dessus? Est-ce que c'était venu après coup, ou est-ce que tu étais déjà un mec de la glisse et tu avais ça dans la peau, quoi? Non, moi j'ai toujours aimé le sport, et les sports de glisse en particulier, avant l'accident, et puis j'ai cherché comment trouver de nouveaux supports pour retrouver ces sensations qui m'animent en fait, hein, après l'accident. Donc c'était une suite logique, hein, c'est une continuité. L'accident n'a pas bloqué cet entrain et cette passion pour les sports de glisse. Ouais. Est-ce que j'ai aimé de toi là, dans ce que tu dis, c'est que en fait, tu n'es pas allé chercher un titre, tu as cherché en fait à renaître et à te faire plaisir, et c'est en prenant du plaisir, en étant passionné par ce que tu faisais, que tu as eu un titre, quoi. Ouais, moi c'est ça qui m'anime, c'est vraiment me faire plaisir, m'épanouir au jour le jour, avancer petit à petit sans forcément avoir des objectifs trop loin ou qui semblent un petit peu impalpables. Donc c'est vrai que le titre de champion du monde, ça n'a jamais réellement été un objectif initial. Alors petit à petit, avec la progression, je me rends compte que j'avais des capacités quand j'ai été sélectionné en équipe de France et tout. Et je me suis dit à ce moment-là, peut-être, pourquoi pas faire un podium, pourquoi pas faire une médaille. Mais même avec ça en tête, c'était le plaisir avant tout, quoi. Je vais à la compétition parce que j'ai envie de surfer, parce que j'ai envie de rencontrer les gens de ce monde-là, d'échanger. Et la compétition, elle est là, je la fais. Si je la gagne, je suis content, mais je ne suis pas là initialement en tant que... Enfin, je suis un compétiteur, mais je ne suis pas là pour absolument gagner. Je suis là pour une expérience. Ouais, comme quoi on peut y aller par tous les chemins, parce que tu en as qui sont programmés, qui sont nés tout petits pour être champion du monde, et c'est leur objectif, et ils peuvent y arriver ou pas. Et toi, c'était pas le cas, et ça me fait penser... C'est des caractères différents, chacun a le sien. Ouais. Et je fais le parallèle aussi dans le business, tu sais, moi j'ai eu des potes pendant très longtemps, ils cherchaient à gagner de l'argent, ils cherchaient à être riches, et donc à avoir une entreprise pour être riche. Et cette recherche, cette quête, pour la majorité, elle a échoué, parce qu'en fait, ils n'y allaient pas en mode je fais un projet, j'ai une idée de rendre service aux gens ou d'avoir un vrai projet professionnel. Et si ça marche, je deviendrai riche ou en tout cas, voilà, j'aurai du matériel. Et des fois, j'ai des gars qui ont échoué, qui ont passé 20 ans de leur vie à essayer des projets, tout ça, en se disant cette idée, si j'ai réussi, c'est pour être riche, quoi. Et tu vois, il manquait toujours un truc. N'était pas le bon, de magie, voilà. Et dans le sport, je connais moins, mais... C'est marrant de voir cette trajectoire où en fait tu peux viser des fois un objectif et y arriver ou pas y arriver, et des fois viser un moyen de plaisir et puis arriver à un objectif aussi le même avec le voisin peut-être qui a voulu y arriver et qui n'a pas réussi. C'est ça. Et toi, donc tu es un mec de la glisse et tu t'es pas arrêté à ça, tu fais aussi du wing foil là, c'est ça? Je fais du wing foil, depuis 2 ans. C'est assez récent. Alors le wing foil, c'est un sport dans la lignée de la planche à voile du kitesurf, hein, c'est un sport nautique. C'est pas le truc à la mode depuis pas longtemps? C'est à la mode, c'est arrivé il y a 5-6 ans, c'est vraiment très récent comme sport, ça explose. Et c'est un super sport de glisse avec des sensations assez incroyables. On est sur un foil, donc on est... T'as des images là? J'ai des images, ouais. Ah, on met des images tout de suite. Si tu peux nous commenter justement. C'est des images que j'ai faites alors dans la région, mais à 1 heure d'ici, à Narbonne. C'est un spot qui est top parce que pour moi, il est super accessible. Je n'ai pas besoin de logistique et d'aide de potes pour aller à l'eau. Il y a un ponton, je vais à l'eau. Narbonne, donc c'est dans le sud pour ceux qui regardent. Ouais, Narbonne, c'est le sud. Donc là, c'est l'étang de Bages, exactement. Ouais, c'est ça. Méditerranée, quoi. Méditerranée, ouais, c'est la côte méditerranéenne. Et voilà, on me voit mettre la board, mettre la wing dans l'eau et partir rider. Donc au début, je flotte sur la planche. Quand j'atteins une certaine vitesse, tu as le foil qui est dans l'eau, qui prend le relais, qui surélève, et on est en lévitation au-dessus de l'eau à 50-60 cm, et ça c'est la glisse qui est une sensation de glisse qui est très fluide et douce, qui est incroyable. C'est un ça que les images sont spectaculaires, parce qu'effectivement on voit la planche majoritaire, la plus grosse, qui est au-dessus de l'eau, avec une espèce de petit aileron juste planté. Et quasiment tu le vois pas en fait, tu as un mât vertical qui est relié à la planche au foil qui est sous l'eau, et
as l'impression que c'est rien du tout, mais en fait, l'important, c'est fait par ce qu'il y a sous l'eau qu'on ne voit pas. Ah ouais, ça, c'est spectaculaire. D'ailleurs, je mets une photo d'un wingfoil pour qu'on comprenne. Ouais. On voit bien que du coup, le petit surf, enfin le surf du bas, il est plus petit que le haut. C'est ça. Et il est plus petit. Alors, c'est même pas un surf, celui du bas, il flotte pas. C'est une aile en carbone, en fait. C'est comme un oui, avion. Pardon, en fait. Oui, c'est ça. C'est un aileron. Voilà, ouais, un aileron. Ça s'apparente réellement à un avion. Tu as une grande aile à l'avant qui assure la portance. Et puis à l'arrière, tu as une petite aile qui fait la stabilité. Donc, c'est un avion, mais qui vole dans l'eau, en fait. Ah, ok. Donc, c'est avec la vitesse, hop, avec la vitesse, il enclenche la portance et hop, il nous surélève au-dessus de l'eau. Ouais, c'est incroyable. Ouais, je suis pas trop moi de l'eau, je suis plutôt de la terre, tu sais, mais quand je vois ces images, à chaque fois, ça me fait rêver. Il y en a pas mal qui se mettent à ça. Et apparemment, c'est difficile non, de trouver l'équilibre, de trouver son premier point. C'est un sport de glisse. Moi, je pense qu'il est assez accessible. Alors oui, si tu connais pas les notions de vent et que tu n'as pas les notions de glisse, tu es vraiment débutant, ça va demander un peu plus de temps. Mais comme tout sport, ça s'apprend et... Faut avoir fait du skate un peu avant ou pas? Ou ça aide ou pas? Ouais, si tu as fait des sports de glisse et d'équilibre, c'est sûr que ça va aider. Ouais. Ça va aider. Si tu as fait des sports de vent, de la voile et la notion de vent, de navigation, ça aussi, ça va aider. Mais évidemment, tout le monde peut commencer de zéro. Ça marche aussi, quoi. Bon, là, ton but, c'est quoi? Champion du monde aussi là-dessus ou pas? Il y a des championnats d'ailleurs? Et là, il n'y a pas de championnat parce que je suis, pour l'instant, toujours un des seuls, un peu un précurseur à avoir. C'est moi qui ai adapté le matériel. Donc je suis le précurseur de cette discipline assise avec mon handicap. Et donc il n'y a pas encore le développement commence tout juste, hein, tu vois, avec les clubs, les assos, même certaines fédés internationales, nationales et internationales qui sont intéressées. Donc petit à petit, ça va peut-être venir, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'événements calés et de programmes compétitifs avec des championnats. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'on arrive à identifier à peu près le délai qu'il faut entre un nouveau sport qui naît, qui est à la mode, et le fait qu'il y ait sa déclinaison pour les personnes handi? 5 ans, 10 ans? Ça, je sais pas, et c'est la bonne question, et ben, on verra, tu vois. C'est vraiment l'exercice pourquoi aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec les JO et les JP, est-ce qu'il n'y a pas tout de suite la naissance immédiate de la discipline valide et la discipline handi, tu vois, Parce qu'on est un marché, le parasport est forcément un marché plus petit que le sport pour tout le monde. On est moins à pratiquer. Alors en plus dans ces sports de niche, hein, le parasurf ou le para-wingfoil. Donc je pense que les marques ont besoin d'un signal fort de la communauté, de potentiels consommateurs avant de lancer un peu la recherche, le développement et la production. Donc là, en parasurf, il y a de l'équipement qui peut se trouver, c'est ça, facilement. Ça existe. Et il y a une vraie compétition qui existe. Et il y a une vraie compétition qui existe depuis 2015, hein, le championnat du monde depuis 2015, compétition internationale. Donc tu as les championnats du monde plus un circuit international tous les ans. Comme les championnats Comme des championnats, ouais, c'est ça. C'est un peu, c'est la même organisation que pour les valides. Ok. Et toi, tu as été champion en quelle année? En 2024. Ah oui. Alors j'ai gagné certaines étapes du Tour mondial et au championnat du monde, j'ai gagné en 2024. D'accord. Et donc là, par contre, pour le wingfoil, tu n'as pas d'équipement en fait. Tu bricoles, c'est ça? Tu bricoles, ouais. Alors le wingfoil, t'as la wing, c'est l'aile que tu as dans les mains, tu as la planche et tu as le foil. La wing et le foil, c'est exactement la même chose que ce que tu trouves dans le commerce. Et la planche, alors c'est une planche du commerce que j'ai achetée, mais que j'ai adaptée pour pouvoir en faire position assise, rajouter des fixations, des sangles, des footstraps pour les pieds, une ceinture ventrale pour vraiment être maintenu à la board et faire corps avec elle, pour la contrôler avec le bassin. En fait. Allez, on profite plus un petit siège que j'ai rajouté pour me surélever. On profite en image d'une petite combinaison là, de vidéos que tu m'as faites et de photos. Allez, aujourd'hui je vous montre les adaptations que j'ai faites sur ma board pour faire du wingfoil assis. Donc c'est une board du marché, super board Gong, sur laquelle j'ai rajouté à l'avant des footstraps, à l'arrière un siège pour m'asseoir et une ceinture avec boucle à éjection rapide pour me maintenir à la board et m'éjecter si besoin. À l'avant, c'est simplement des inserts qui ont été rajoutés, donc ça c'est un shaper qui peut faire ça assez facilement. La Gong très gentiment me l'a fait directement sur cette board quand ils me l'ont envoyé. C'est super cool. Moi j'ai rajouté un petit bloc de mousse pour éviter l'extension de la cheville qui n'est pas agréable, donc ça permet de garder le pied dans une position correcte. Les footstraps de la marque Solamenzi. À l'arrière, donc on a la ceinture avec boucle à éjection rapide. Encore une fois, ça c'est matos Solamenzi, matériel de web ski. Si j'ai un problème, hop, je me désangle très rapidement. Et très important, l'assise, ça c'est fabriqué par moi-même.
c'est de la mousse rigide. Ça me permet d'être vraiment bien calé sur la board, de me relever de 10-12 cm et d'avoir une position agréable. Allez, je m'assois pour vous montrer la position. Hop, voilà, je suis en position. J'ai la ceinture par-dessus que je ne mets pas là, mais qui est comme ça. Et je pars rider. Allez. Ok, donc toi, ce qui t'a amené à ça, c'est à t'investir dans cette discipline. Ça, il y a eu 2 changements dans ta vie, en gros, j'imagine, un changement pro et même un changement sportif un peu, quoi. C'est ton accident il y a 10 ans. Ouais. Donc tu es devenu ce qu'on appelle paraplégique incomplet. C'est ça. Paraplégique parce que j'ai la moelle épinière qui a été touchée sur les vertèbres lombaires en bas du dos. Touchée, mais pas sectionnée, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Donc elle a été bien abîmée, mais pas complètement sectionnée. Donc il y a encore des connexions nerveuses, ce qui fait que j'ai récupéré un petit peu dans les jambes. C'est pour ça qu'on dit incomplet. Enfin, c'est une paraplégie, mais incomplète, avec un peu de récupération. Ça veut le dire terme incomplet est positif en fait dans ce cas-là. Ouais. Paraplégie incomplet, c'est plutôt mieux que paraplégique. Alors c'est valide incomplet? Ou c'est valide incomplet, ça peut être vu comme ça, si valide incomplet, voilà, tout à fait. Et mais ça me permet pas de marcher par exemple. Tu vois, j'ai récupéré un petit peu dans les jambes, mais pas assez pour me déplacer. Ouais. Je peux arriver à tenir debout si j'ai pas de stabilité, donc si je m'accroche à quelque chose, mais pas très longtemps parce que j'ai pas la force ni l'endurance pour tenir la position trop longtemps. Alors ça aussi c'est marrant parce que l'autre jour j'étais à une conférence où il y avait une personne, une actrice qui est en fauteuil aussi et qui s'est levée et qui a expliqué, alors j'ai plus la stat, je me rappelle plus, mais qui disait qu'en fait il y a un bon nombre de personnes qui sont en fauteuil mais qui peuvent se lever quand même. En fait, fauteuil veut pas dire qu'on en est soudé les fesses sur le fauteuil. Souvent ça étonne les gens. Ouais. Mais en fauteuil on se lève, mais ouais. Et non, c'est qu'en fait simplement il y a la posture debout ou la posture marche, elle peut durer que des fois 2 pas, 3 pas, même pas 1 pas, et que forcément pour ça il y a les roulettes. En fait, entre être assis et marcher, il y a un gap énorme. Donc il y a des étapes entre, c'est se mettre debout, faire 3 pas, faire 10 pas, faire... Et donc moi j'arrive à me mettre debout, je suis au tout début de sortir du fauteuil, mais c'est encore... pour ma capacité, marcher est beaucoup trop loin. Mais comme tu es jeune encore, il y a la possibilité de progresser encore ou pas? Ou est-ce que ça se dégrade? La neurologie, c'est une science un peu mystérieuse, donc on ne sait pas trop, mais dans l'observation des faits, quand tu as une lésion de la moelle épinière, si tu as de la récupération potentielle, elle se fait dans les premiers mois après l'accident. Maximum, grosso modo, 1 an ou 18 mois, grand max, mais après c'est fini. Donc moi ça fait 10 ans, donc ça y est, ça fait un moment que je me suis rendu compte que j'avais atteint un palier et que ça a changé plus. Même en faisant la rééduque et tout ça, en essayant de faire plein de trucs ou pas? Même en faisant de la rééduque, c'est une histoire de connexion nerveuse. Tu vois, le message y passe, si le message y passe, alors ça passe un petit peu, mais du coup ça innerve que une infime partie de mon muscle par exemple. Donc cette infime partie, je vais pouvoir la travailler à fond, mais au bout d'un moment, elle est au max du max, tu vois. Mais dans mon quadriceps, par exemple, c'est le muscle au-dessus de la cuisse. À gauche, il est très faible. Il y a une petite connexion, mais très faible. Mais je veux dire, ce qui est innervé dans ce muscle, je pense que avec le sport que je fais et les exercices que je fais, il est à son max. Sauf que c'est peut-être que 5% du muscle complet, tu vois. C'est ça, Donc je peux, voilà. Il s'épuise rapidement. Sur l'ensemble des fibres, quoi, t'as que 5% qui sont sollicités. Voilà, grosso modo. Ouais, forcément, c'est comme si tu faisais du coup 50 kg au squat, du coup tu passes à 2 kg, 3 kg, enfin 2 kg et demi quoi. C'est ça. Ok, et du coup, alors en même temps, toi tu as eu un virage pro. Alors en quelle année? Enfin, comment ça? C'est quoi un peu la chronologie? C'est quoi le rebond? Alors le virage pro, il est plus récent, il n'y a pas eu de virage après l'accident. J'ai continué dans ce que je faisais pendant plusieurs années, pendant 8-9 ans après l'accident. Tu as été arrêté combien de temps? J'ai fait 14 mois d'arrêt de travail, donc d'hospitalisation, rééducation. Et là, l'année dernière, il y a 1 an à peu près, donc 2024, été 2024, j'ai décidé un petit peu de changer de voie, de faire quelque chose. Alors j'adore l'ingénierie et ce que je faisais, mais je voulais compléter avec autre chose. Tu vois, j'ai eu 40 ans l'année dernière, c'était un petit peu aussi le déclic de... Pas vraiment fait une crise de la quarantaine, mais... Je me suis dit, allez, je vais regarder autre chose, donc m'impliquer un peu plus dans le sport, perso, mais aussi dans le partage de ce que je fais, du wingfoil avec justement les clubs, les assos, les fédés, un peu les accompagner, et puis aussi monter ma structure pour intervenir en entreprise en tant que conférencier, partager mon parcours, ce que j'en ai appris, et faire le lien avec les valeurs des entreprises. Donc alors je connais bien l'entreprise parce que j'y ai navigué pendant 16 ans. Mais voilà, il y a eu cet accident, donc cet obstacle, cette épreuve, le rebond, l'adaptation.
certaine résilience, une performance également, même si, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était pas mon objectif premier, mais la performance, elle est là parce qu'elle est nourrie par le plaisir et l'épanouissement au jour le jour et cette avancée pas à pas qui me plaît beaucoup. Donc voilà, je parle de cet apprentissage de mon parcours et je fais des liens avec les entreprises et leurs valeurs. Mais c'est quoi le message, grosso modo? C'est quoi l'idée derrière les interventions? L'idée principale, en une phrase, c'est savoir révéler le potentiel de l'imprévu, et pour ça, il faut savoir explorer ses ressources internes. Ouais, ce qu'on disait en intro tout à l'heure. Ouais. Voilà, exactement. Et si tu l'appliques à toi, concrètement? Concrètement, alors on va parler un peu dans des concepts philosophiques, mais alors, le pilier numéro 1, c'est savoir accepter ce qu'on ne contrôle pas. Ouais. Et quelque chose qui arrive, eh ben, on va pas se lamenter sur ça, on va plutôt dépenser notre énergie dans quelque chose où on peut avoir un impact. Ça, c'est déjà un énorme chemin. Ça, voilà, ça c'est le plus gros, c'est le plus gros chemin. C'est le plus gros chemin, c'est l'acceptation. Et je dis pas que c'est facile, mais c'est voilà, ok, c'est quelque chose que je n'ai pas à pouvoir changer, j'ai pas les capacités pour. Et ben c'est pas grave, je vais faire quelque chose pour contourner l'obstacle. Mais par contre, si j'ai les capacités pour changer, on reste focus, ouais. Voilà, on reste focus. Pas la peine d'accepter parce que d'accepter sans arrêt, il y a des trucs qui nous tombent sur la tête. Ok. Et à partir de là, de cette acceptation, tu dois te concentrer et fournir des efforts pour réaliser ce que tu peux réaliser, quoi. Exactement. Quitte à bifurquer, quitte à pivoter. Quitte à bifurquer, quitte à pivoter, quitte à prendre un autre chemin finalement. Et puis quand on parcourt d'autres chemins, en fait, on se rend compte de la possibilité des voies possibles en fait qu'on n'avait pas forcément en tête. Tu vois, c'est une certaine ouverture d'esprit aussi. Tu dis comme un business. Comme un business. Mais comme un business, exactement. Tu dis moi je voulais aller là, bon je peux plus aller. Je vais peut-être essayer de faire le tour de l'obstacle. Et en fait, en faisant le tour, tu te rends compte que, alors peut-être tu peux arriver là où tu voulais, mais aussi qu'il va y avoir d'autres opportunités sur le chemin. Toi, ce qui change pas mal aussi par rapport aux autres conférenciers que j'ai pu recevoir ou voir, c'est que tu fais pas un focus sur le handicap. Toi, t'es pas là à parler que de ça, ou à vouloir défendre la cause, ou à porter le drapeau de il faut se reconnaître et tout. Bien sûr que tu as envie que les droits soient reconnus et tout, évidemment. Mais c'est pas ça ton credo, quoi. C'est pas mon combat perso. Évidemment, je suis content et je suis reconnaissant que des gens aient ce combat-là, mais moi, c'est pas là où je sens que j'ai une plus-value. Tu vois, je veux pas. Alors, je veux pas attendre que le monde s'adapte à moi. Alors, si le monde s'adapte, très bien, parce qu'il y a des gens qui mènent ce combat pour, et c'est génial. Mais moi, j'ai envie d'avancer en m'adaptant au monde, et moi, je préfère, explorer de nouvelles voies de glisse avec le handicap, hein, comme on a vu avec le wingfoil, et partager ça aussi. Tu vois, je le fais pour moi, mais aussi pour partager avec les autres. Ouais, c'est une copine, Caroline, aussi, qui partage un peu cet état d'esprit de vouloir tout faire. Mais évidemment, elle prend quand même la parole pour dire, bon, mais là, par contre, je voudrais faire ça, je peux pas, parce qu'il y a une réglementation qui n'a pas été respectée. Mais toi, c'est pas ton combat. Toi, vraiment, tu es axé sur la résilience, quelque part. Voilà, même si ce mot, il est quand même usé. Il est un peu galvaudé, le mot résilience. Et puis le mot résilience, la définition même de résilience, c'est la capacité à revenir dans l'état initial. Ouais. Tu vois, la résilience d'un matériau. Non, moi j'accepte, je ne veux pas revenir dans l'état initial et c'est pas grave, je l'accepte. Donc, mais tu as Olivier Amand qui parle de performance et alors justement de l'utilisation galvaudée de performance et de robustesse, de résilience. Enfin, c'est intéressant ce qu'il fait. Donc je veux pas tout déballer là, mais aller lire ce que fait Olivier Amand, c'est hyper intéressant. Donc, c'est pas forcément de la robustesse, mais peut-être plus de la résilience, pardon, mais plus de la robustesse. Alors, toi, il y a quand même une contradiction. Enfin, non, il n'y a pas une contradiction. T'es pas ton message principal, le handicap, mais quand même, tu t'es essayé un peu, non? T'as pas mis des autocollants un peu sur les gens qui étaient... Ah ouais. Si. C'est vrai qu'au début, en fait, il y a des trucs qui m'énervent, forcément, tu vois. Même si c'est pas accessible, ça m'énerve. C'est ce qu'on en avait discuté en off, mais en fait, moi, ça m'énervait un quart d'heure, et puis après, j'ai oublié. Donc, alors, juste le contexte, c'est... voilà. Et pour l'histoire des autocollants, voilà, ce qui m'énerve, c'est quand quelqu'un n'a pas la carte de stationnement et pique les places handicapées, dont on a besoin, parce qu'en fauteuil roulant, on a besoin d'une place large pour sortir le fauteuil en plus de soi-même, quoi. Et donc ça m'énervait, donc j'ai commandé, je sais plus sur quel site, mais des autocollants qui sont pas très gros, qui sont comme ça, bien pétards avec des couleurs fluo, où il y a marqué « Je suis garé comme une merde ». Et c'est de la sensibilisation gentille, tu vois, parce que c'est un autocollant, tu le mets sur le pare-brise, la personne le voit, le décolle et c'est fini. C'est pas celui qu'il faut Non, j'en ai pas pris des méchants, j'en ai pris des faciles à enlever, pour faire de la sensibilisation et pour montrer aux gens que... Mais ça a été une charge mentale pour moi, parce que
parce que j'avais pas envie de vérifier sur chaque voiture qui était garée sur des places handicapées s'ils avaient la carte ou pas, de sortir l'autocollant, de le mettre. Et donc puis, j'ai fait ça. Ça t'énervait aussi, non? Ça t'agaçait, ça te mettait du négatif. C'était aller chercher Alors il y en a il y a des problèmes, mais c'était aller chercher le problème, où il est le problème. Et moi, ça fonctionne pas avec mon comportement, ma psychologie, mon tempérament, tu vois. Je m'y plaisais pas. Enfin, ça me plaisait pas en fait finalement comme ça a duré comme démarche. Ça a duré combien de temps? Oh, je fais ça quelques mois. Ah oui, quand même. Le stock, t'as vidé les stocks ou pas? Non, il me reste encore. J'en avais acheté des centaines. Ouais. Et puis, c'est là où, après, c'est dans quelle année, ça? Ça, c'était au tout début. C'est là où je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas mon combat, c'est pas ça, c'est pas là où je vais avoir de la valeur, ou là où je vais prendre, enfin, c'est pas là où je vais m'épanouir moi. Donc c'était au début, 2-3 ans après l'accident. Je sais pas comment palper ça, si c'est un peu pour faire le deuil ou le chemin aussi, que de s'agacer un peu. Enfin, peut-être qu'il faut passer par là. Oui, aussi, peut-être, tout à fait. Ouais. Et là, tu trouves plus de plaisir aujourd'hui à essayer d'aller regarder le verre à moitié plein, d'explorer justement les univers, tout ça, ce que tu fais. Après, si quelqu'un se gare devant moi, il n'a pas la carte sur une place handicapée, mais je vais lui dire, tu vois. Ouais. Mais je vais pas aller chercher. T'arrives à conduire ou t'as besoin d'adaptation au véhicule? Parce que du coup, t'as pas la force. Ouais, non, j'arrive à. Alors ça, j'ai récupéré, tu vois. C'est un truc qui a mis plusieurs. Alors pour le coup, pendant plusieurs années, ça a évolué. Donc après ma sortie du centre de rééducation, j'avais absolument besoin des commandes au volant. Ouais. Et maintenant, j'arrive à conduire une voiture automatique avec ma jambe droite. C'est ça. Ouais, ma jambe droite est un peu plus forte que la gauche. Ouais, donc automatique, pas besoin de l'embrayage qui est le plus dur. Ça peut... Ah non, l'embrayage, je suis incapable de faire l'embrayage, mais voiture automatique, ça marche. Donc j'ai revalidé mon permis pour conduire une voiture automatique. Et à part ça, il y a un autre truc qui t'agace un peu en lien avec le monde qui nous entoure ou le handicap en particulier? Ouais, c'est plus dans les relations humaines. C'est toi qui m'avais appris le mot quand on en avait discuté, l'obséquiosité. Ah oui, ouais. C'est l'excès de bienveillance. Personne obséquieuse. L'excès de bienveillance ou de politesse. Alors c'est bien la bienveillance, mais tu vois, quand on me demande de l'aide, quand on me propose de l'aide dans la rue, c'est très gentil, je dis merci, mais si j'en ai pas, si j'ai besoin d'aide, je suis capable d'aller en demander. Et si j'en ai pas besoin, je dis merci, c'est gentil. Mais si la personne insiste, là ça peut m'énerver parce que non, en fait, si je dis que j'ai pas besoin d'aide, c'est que je suis capable, donc merci pour la proposition, mais continue ton chemin, quoi. Faut qu'on en tire un conseil de ça, parce que d'un côté, on peut pas reprocher aux gens de laisser les gens galérer sans proposer de l'aide, puisque des fois, t'en vois des gens qui sont en train de galérer, et t'as des gens qui filment en train de la situation, et avec des commentaires en mode personne n'est là pour l'aider, etc. Donc, toi, c'est quoi ton conseil? Est-ce qu'il faut proposer, ou est-ce qu'il faut attendre que la personne demande, ou est-ce qu'il faut proposer une fois et s'écarter au-dessus? Voilà, c'est quoi le bon conseil? C'est difficile comme position. Moi, c'est vrai que personnellement, si j'ai besoin d'aide, je sais aller la demander. Peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, et c'est vrai que c'est un défi en soi d'aller demander, c'est mettre un peu son orgueil de côté. Donc ce que je dirais, c'est que si vous pensez que la personne a besoin d'aide, allez proposer. Si elle accepte, parfait, mais si elle refuse, alors a priori elle refusera gentiment, moi c'est ce que je fais, je refuse gentiment, et ben acceptez que le fait qu'elle n'ait pas besoin d'aide et laissez-la, mais n'insistez pas. Si elle vous dit non, c'est que c'est non, et puis voilà, c'est pas... Et peut-être qu'elle a envie de galérer. Et peut-être qu'elle a envie de galérer, effectivement, mais non, mais pour de vrai. Moi, je pense que, moi j'ai énormément évolué, progressé ou récupéré mon autonomie après l'accident, parce que je voulais redécouvrir les petits défis, les trucs, redécouvrir même pas, découvrir tout simplement, parce que je connaissais pas, mais les défis du fauteuil roulant et les vivre. Donc des fois j'ai envie de me faire, de découvrir, de galérer. Et si c'est trop galère, la prochaine fois, je saurai qu'il faut que je demande dans cette situation-là. Et si j'y arrive, tant mieux. C'est un petit pas de plus qui est franchi. J'avais eu un témoignage aussi sur le voyeurisme ou la curiosité mal placée, qu'est-ce qui vous est arrivé, tout ça. C'est pareil, ce genre de ça, j'aime pas non plus. Ça, j'aime pas non plus. Je comprends que les gens puissent être curieux, mais il y a quand même une certaine civilité et respect à avoir. J'ai des gens qui viennent voir dans la rue, qui me disent, alors des fois, c'est même pas bonjour, qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais ça, c'est une baffe en pleine gueule. Tout le monde dit ça. C'est très dur. C'est très dur parce que moi, je me réveille plus le matin en me disant merde, je suis en fauteuil, je suis handicapé. C'est un truc qui est intégré, qui est accepté. Mais quand quelqu'un vient te voir comme ça,
ça te renvoie le handicap en pleine gueule, comme si c'était la chose que les gens voyaient. T'as plus ton identité, t'es plus une personne, t'es un handicap. D'ailleurs, je ne t'ai pas posé la question de ce qui t'est arrivé, mais du coup, j'évite de la poser. Mais non, par contre, il n'y a aucun problème à en parler, mais demander bonjour, comment allez-vous, qui êtes-vous, venez d'où, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie, excusez-moi d'être indiscret, mais l'accident, enfin voilà, tu vois, tu peux l'amener dans les discussions après une certaine introduction, quoi. En premier lieu, je trouve que c'est déplacé. En tout cas, c'est jamais plaisant. Ça, c'est vraiment un truc qui revient souvent. Hein. Je vois pas mal de vidéos, de sensibilisation. Des gens qui disent qui me disent pas bonjour. Hein. Ah, mais c'est un accident de voiture. Ils se sont fait leur film, c'est un accident d'escalade. Mais non, je sais pas, il a peut-être, un historique ou un proche qui a eu ça, et il pense que c'est pareil. Eux, quoi. Voilà. Mais alors que non, mais des vies, il y en a des milliards, quoi. Chacun a son histoire. Et une question que je pose tout le temps aussi, c'est si toi demain tu avais un pouvoir quelconque d'être ministre ou face au ministre, ou tu vois, ou le pouvoir demain de poser un projet de loi quelque part, est-ce qu'il y a un truc toi qui te semble manquer vraiment et que tu aimerais défendre comme idée? Ben, tu sais, après il y a des projets. Alors faire une loi et avoir un projet de loi c'est bien, mais des fois tu as des lois qui sont tout simplement pas respectées. Donc peut-être que ce que je ferais c'est faire quelque chose qui normalement c'est la loi, tu es obligé de le respecter, mais les problématiques d'accessibilité, tu vois, tu as des lois sur l'accessibilité, il y a beaucoup d'établissements et de lieux qui les respectent pas encore. Donc renforcer. Donc c'est pas faire une nouvelle loi, c'est mettre en application tout simplement une loi. Renforcer les sensibilisations et le respect des lois, et peut-être même la sanction en fait. Voilà. Et peut-être même quoi, pardon. La sanction, pardon. En fait. Ah oui, voilà, peut-être. Il faut. Oui, tout à fait. Parce qu'il y en a beaucoup des lois quand même qui existent sur l'accessibilité, sur plein de choses, mais elles sont pas respectées. Ou alors il y a des gestes d'incivilité qui empêchent ça. Tu vois, une fois j'avais fait une vidéo, là je peux la mettre aussi un exemple, où tu as la rampe handicapée, tu as le chemin pour les personnes qui sont en mobilité réduite, mais tu as un mec qui a mis ses poubelles devant, quoi. Ah oui. Donc en fait, tout le monde a respecté la loi, sauf que tu as un idiot qui est venu mettre sa poubelle devant. Et tu vois, hier j'étais dans un restaurant, je vais aux toilettes, donc je demande où sont les toilettes, la serveuse m'accompagne, il y avait des toilettes spécifiques handi, parfait, qui étaient vraiment énormes, sauf que c'était devenu un local de stockage, quoi. Ouais, ça c'est classique. Donc elle m'ouvre la porte et je fais, excusez-moi, il faut faire un peu de place. Ah oui, c'est vrai. Elle avait oublié que les gens foutaient leur bazar, en fait, là. T'as des projets un peu là à l'avenir, ou c'est quoi ton ambition aujourd'hui? Tu veux faire quoi? Projet pro, donc c'est développer cette activité que j'ai lancée cette année, qui me plaît beaucoup, qui est très différente de l'ingénierie, mais ça me fait réfléchir différemment et c'est assez plaisant pour l'instant. Et côté sport, c'est continuer à partager, continuer à me faire plaisir, continuer à faire les compétitions avec l'équipe de France. Donc je suis champion du monde, mais on est aussi champion du monde par équipe avec l'équipe de France depuis 2 ans, donc essayer de conserver ces titres, et puis évidemment partager, essayer de développer le wingfoil pour lancer la dynamique, que les acteurs du milieu se lancent dans l'aventure, hein, pas que les gens qui ont envie, mais aussi les fédérations, les clubs et aussi les marques. T'es pas tombé encore proposer du matériel. T'es pas tombé encore dans les bouquins, tout ça là? T'as pas succombé aux sirènes des bouquins, des livres là, à écrire, non? À écrire, ouais, j'y réfléchis, mais j'y suis pas encore. Ouais. Mais potentiellement. Dès que t'as une petite histoire comme ça, tout le monde te propose d'écrire un bouquin maintenant. Mais on m'a proposé. Mais bon, tu attends. J'attends. Puis j'ai envie de le faire un peu tout seul aussi, dans un premier temps, avant de faire relire ou de me faire accompagner pour ça. Ouais. J'aime bien le travail, enfin l'implication que tu peux mettre dans ce genre de réflexion. Le titre de champion du monde en équipe, c'est la même chose, c'est des notations, c'est ça? Ou il y a une performance à faire en collectif? Alors en fait, chacun participe individuellement dans sa catégorie. En fonction du résultat, tu as des points, et les points de toute l'équipe sont cumulés pour faire un classement des nations. Donc c'est des performances individuelles cumulées? Exactement. D'accord, c'est pas une prestation... Non, c'est des performances individuelles cumulées, ouais. Moi, j'y connais rien. Moi, je me dis peut-être que vous pourriez traverser une vague à 4 ou quoi. Ça pourrait, ça pourrait. Ou de la synchronisation. Parce que t'as des compètes comme ça qui s'appellent les tag teams, où c'est des équipes qui sont sur l'eau et qui les concurrents, enfin les surfeurs de la même équipe prennent des vagues les uns après les autres, se donnent un relais pour ensuite faire un cumul à la fin de la session. Tu vois. Donc là, c'est vraiment un travail d'équipe, et de coordination. Mais dans le format du parasurf, non, c'est vraiment
des résultats individuels qui sont cumulés. Donc, en gros, on récompense le pays qui a les meilleurs sportifs dans la catégorie, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Mais nous, on est quand même bien lotis en France par rapport à ça, vu qu'on a beaucoup de côtes et puis qu'on a cette culture. On est pas mal. Après, c'est un gros travail des fédérations et c'est un gros travail d'aller chercher aussi les surfeurs et un énorme travail de sponsoring et de financement. Parce que ça coûte cher d'amener toute une équipe à l'autre bout du monde et c'est financé par la fédération. D'accord. Enfin, la fédération et ses sponsors, évidemment. Il y a un appel que tu voudrais faire par rapport à quelque chose qui te tient à cœur, justement, comme ça, ou pas? Un appel ou un besoin ou... Alors pour l'instant, la fédération de surf s'en sort très bien depuis des années, mais je sais qu'ils ont toujours besoin, enfin le sélectionneur, pour un événement ponctuel qui a lieu en fin d'année, il passe 6 à 8 mois de son temps à chercher des partenaires. Ah oui. Donc, et licenciés, il y en a pas mal? Et je connais pas les licences, je connais pas les chiffres mais je sais que ça, enfin en tout cas, la pratique du surf augmente énormément. Ouais. Après, c'est un sport où t'as pas forcément besoin de licence. Parce que tu vois, tu prends ta board et tu vas sur une côte, dès qu'il y a des vagues, tu peux aller surfer sans avoir de licence ou être affilié à un club. Je connais pas les chiffres de licenciés en France, mais le surf explose. Hein. Bon, moi j'ai la question la plus importante. Vas-y. Est-ce que ça aide vraiment avec les filles? Je sais pas. Ou est-ce que c'est un mythe? Franchement, dans le cliché quand même du stickteur, c'est le surfeur. C'est vrai. Je l'ai jamais utilisé pour ça, je t'avoue, mais non, j'en sais rien. Ouais. J'en sais rien. Je sais pas si on faisait un classement, mais il y a le surf, les voitures, la thune. Enfin, si tu fais un micro-trottoir et que tu poses la question de ce qui séduit le plus... Ah, tu vois que le surf ressort dans les... Ah bah, c'est le surf. Top de la liste. T'as vu le nombre de films ou de vidéos où à chaque fois, tu vois... Enfin, même les pubs et tout ça, ils se servent de cette image du surfeur comme étant l'image un peu, c'est vrai. Voilà. Mais je sais pas si c'est pas devant la moto même, tu vois. Ah ouais. Parce que le motard, tu sais aussi, c'est charismatique. Ouais. La tenue de pompier, enfin, tu vois, il faudrait que je fasse un sondage un jour là-dessus. Ouais, c'est intéressant. C'est rigolo. Ouais. Bon, toi, t'as pas d'avis à donner là-dessus? Non, j'ai pas d'avis parce que j'ai pas d'expérience perso. Enfin, j'ai jamais utilisé cet argument ou cette image pour ça, mais. Bon, des images en tout cas, on n'en manque pas. Si tu fais un sondage, je serais intéressé d'avoir les résultats. Bon, on va remettre encore quelques images, comme ça s'il y a des filles qui regardent, elles vont pouvoir apprécier le spectacle. Voilà. Et puis on se retrouve pour conclure. Voilà, je prends toujours plaisir à voir toutes ces images. Merci à toi de les avoir partagées. On te retrouve quoi sur les réseaux? Toi, tu es sur LinkedIn, un petit peu Instagram, c'est ça? C'est ça, Insta pour la partie sport avec le surf et le wingfoil, et LinkedIn également un petit peu de sport, mais aussi toute l'activité que je développe et les conférences. Ouais. Et tu as un site aussi qui a ton nom, c'est ça? Ouais. J'ai un site pour mon activité de conférencier, donc c'est mova-impact.fr. Mova? MOVA-impact.fr. Okay, ben MOVA, c'est Motion Vision Adaptation. Ok. Voilà, c'est mon état d'esprit. Bon, eh ben merci pour tout, Guillaume. J'espère que je te souhaite en tout cas de continuer à garder ton titre à la fois en équipe ou individuel. Merci. C'est tous les combien les compétitions? C'est tous les ans. Hein? Tous les ans. D'accord. Chaque année, ouais. Ah ouais, donc il faut se mettre au travail tout le temps, quoi. C'est ça, c'est continuel. Bon, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Mettez un beau pouce levé, et puis dans les questions, dans les commentaires, posez des questions si vous voulez, et puis on fera attention à bien y répondre. Et si vous avez des sujets aussi que vous voulez qu'on aborde, vous regarderez ça, et puis surtout pensez à vous abonner, il y a pas mal de vidéos qui vont continuer à sortir sur plein de sujets. Merci à tous d'avoir suivi, et puis à très vite. Bye bye Guillaume, merci. Merci à toi, c'était un plaisir. Ciao.